Alors, bonjour à tous. Déjà, merci aux organisateurs de me permettre de faire ma présentation. On a analysé 16 variants, soit par RT-PCR ciblé, soit par RNA-seq, directement à partir de prélèvements de patients, prélèvements sanguins ou biopsies cutanées. Et pour un des variants, on a fait un test en minigène. Alors, je vais passer rapidement, mais on a inclus en gros 16 patients pour lesquels il y avait eu des analyses soit pangénomiques, soit des analyses ciblées, principalement pour l'indication anomalie du développement et déficience intellectuelle, mais aussi malformation cardiaque et albinisme. Donc les variants étaient situés à différentes positions dans 16 gènes différents. La plupart d'entre eux étaient classés variants de signification incertaine, et l'objectif de ces analyses, c'était de pouvoir les reclasser. Alors du coup, après les analyses fonctionnelles, on a pu reclasser 5 variants. 5 variantes qui étaient de signification incertaine. Et donc je vais vous détailler ce qu'on a trouvé pour ces variants. Alors, le premier variant, c'est un variant faux sens dans le gène SYNGAP1, qui avait identifié par le génome d'Effidiag chez une petite fille avec retard de développement et épilepsie. C'était un variant de classe 3 pour lesquels les prédictions d'épistage étaient discordantes. Et donc le RNA-seq, on voit le variant... Alors, j'arrive pas à monter. Ouais. Le variant dans l'exon 12, qu'on voyait bien à l'état hétérozygote sur le RNA-seq. Et on voyait des rides qui s'alignaient dans l'intron 12. Et donc, on se demandait si ça pouvait correspondre à une rétention d'intron. Mais en fait, après analyse ciblée, on s'est aperçu que cette rétention d'intron était présente chez le patient, mais également chez les témoins. Donc on a refait des RT-PCR ciblés pour voir ce qui se passait vraiment chez le patient. Et en fait, comme vous le voyez, on a donc une bande pour le patient, on a 2 produits en fait. On a un produit qui correspond à un épissage normal de l'exon 12. Et en dessous, une bande qui correspond à un épissage aberrant, en fait, avec la création d'un site cryptique dans l'exon 12 et une perte de 99 paires de bases. Donc ça a été confirmé en Sanger. Donc la conclusion des analyses ARN, pour nous, c'est qu'au final, on a l'activation d'un site donneur cryptique dans l'exon 12 qui entraîne une délétion en phase dans un domaine fonctionnel de la protéine. Et donc on a pu reclasser ce variant en pathogène. Le deuxième variant, c'était un variant dans le gène PUS7 en plus 5, en trans d'un variant classe 4 faux sens. Des prédictions d'épissage également discordantes pour ce variant. Et sur le RNA-seq, on voyait un saut de l'exon 7 sur quasiment 33% des rides. La conclusion des analyses ARN, c'est que ce variant est associé à la perte du site donneur d'épissage de l'intron 7, qui entraîne un saut de l'exon 7 et une délétion en phase dans un domaine fonctionnel de la protéine. Et variant reclassé probablement pathogène. Le troisième variant, c'était un variant plus 1 dans le gène CUL4B, alors qui avait été identifié il y a longtemps sur un panel DI44 et qui à l'époque était classé VSI, et pour lequel les prédictions d'épissage étaient en faveur d'un effet. Et effectivement, sur le RNA-seq, on voit que ce variant est associé à un saut d'exon 17 majoritaire. Ce saut de l'exon 17 entraîne une délétion également en phase, mais dans un domaine protéique important. Et ce variant donc, est reclassé probablement pathogène. Ensuite, on a identifié avec le panel NGS 2 variants dans le gène HPS1 chez un petit garçon avec un tableau d'albinisme oculocutané. Donc, c'était un patient adressé par le docteur Audebert Bélanger du CHU de Brest. Donc ce variant en moins 16 était VSI, on ne l'avait pas identifié dans notre cohorte, et il était en transe d'un variant pathogène.
Donc, on a demandé des analyses complémentaires et l'analyse des granules plaquettaires montrait une absence de granules, donc très compatible avec le syndrome d'Hermansky-Pudlak. Donc, on a fait une première RT-PCR ciblée. Donc, je vous ai mis là la position des amorces qu'on avait designées en premier. Et malheureusement, on n'avait pas réussi à mettre en évidence d'épissage aberrant pour ce patient. Donc on s'est dit qu'on allait poursuivre et on a testé ce variant en minigène. Donc on a cloné dans PSPL, dans un vecteur, l'exon 17 du gène HPS1 avec 300 paires de base des introns flanquants. Et ce qu'on a mis en évidence, c'est que dans les constructions avec le variant, en fait, on n'avait pas d'inclusion de l'exon 17. Donc le variant est associé à un saut de l'exon 17. Donc on a refait une RT-PCR ciblée chez le patient pour voir pourquoi est-ce qu'on n'avait pas réussi à mettre en évidence le saut de l'exon 17 chez le patient. Et en fait, du coup, on a changé notre design de RT-PCR et donc on s'est mis au début de l'exon 10 pour pouvoir voir ce qui se passait au niveau du variant hérité de la maman. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a l'expression d'un seul allèle qui correspond en fait à l'allèle maternel. Donc, pour ce patient, ce qu'on a conclu, c'est que le variant en moins 16 était associé probablement à un saut de l'exon 17, qu'on a en tout cas confirmé in vitro, et qu'on n'a probablement pas pu le mettre en évidence chez le patient parce qu'en fait, cet allèle est probablement dégradé par le NMD. Et donc, on a reclassé ce variant en pathogène. Voilà. Et le dernier variant, c'était un variant en moins 17 dans le gène OCA2. Alors là, on avait un souci parce qu'on n'avait pas le prélèvement de la maman, mais donc ils étaient probablement en transe quand même, et les prédictions d'épissage n'étaient pas en faveur d'un effet. Mais on s'est dit que c'était quand même intéressant d'étudier ce variant parce qu'il était retrouvé plusieurs fois en transe d'un autre variant pathogène dans notre cohorte. Donc on a fait une RT-PCR ciblée, donc on s'est dit qu'on allait là cette fois directement se placer au début de l'exon 9 pour voir l'autre variant. Et ce qu'on voit, c'est que chez le patient, on a 3 bandes. On a une bande qui correspond à un épissage normal, une bande qui correspond à un saut de l'exon 10, mais qui est visible aussi chez les contrôles, qui correspond en fait à un épissage alternatif. Et chez le patient uniquement, une bande qui correspond à un saut de l'exon 10 et de l'exon 11, confirmé par séquençage sanguin. Donc, ce qu'on a conclu, c'est que ce variant était associé à un double saut d'exon et que ce double saut d'exon entraîne une délétion en phase qui perturbe en fait l'organisation des domaines transmembranaires de la protéine. Et donc, on a reclassé ce variant en probablement pathogène. Donc juste pour vous dire, on a testé aussi des variants de classe 4 et pour un des variants, on n'a pas pu mettre en évidence d'effet d'épissage, mais c'est une région qui était mal couverte sur le RNA-seq. Alors, en conclusion, donc on a utilisé différents outils pour étudier l'épissage et chacun a ses forces et ses faiblesses. L'analyse de RNA-seq, elle est assez contributive pour mettre en évidence des épissages alternatifs, mais bon, ça coûte plus cher qu'une analyse ciblée par RT-PCR. Et les analyses ex vivo, la mise en place est assez complexe, mais elle permet de faire une analyse monoallélique. On avait une bonne rentabilité de ces examens puisqu'on a pu reclasser 50% des VSI. Et c'est vraiment important de pouvoir avoir un variant mouchard dans un exon pour voir si on a bien 2 allèles qui s'expriment ou non. Et juste pour les petites prédictions, donc là je vous ai mis pour SpliceAIS, PIP et RNA Splicer. En fait, il faut les utiliser de façon combinée, mais parfois c'est pas suffisant pour se dire qu'il faut aller plus loin.
Donc, en perspective, l'objectif, ça va être de mettre en place la culture cellulaire pour pouvoir faire des analyses quantitatives avec une émission du NMD. Donc le plus difficile pour nous, en tout cas, ça a été de mettre en place la culture cellulaire dans le laboratoire de diagnostic. Et ensuite, là, on a regardé en ciblé les analyses RNA-seq, mais après, le but, c'est de développer un pipeline pour pouvoir étudier de façon exhaustive les BAM et les VCF pour rechercher des expressions aberrantes et des épissages aberrants. Voilà, je remercie le laboratoire de biologie moléculaire et je vous remercie pour votre attention. Merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Dans le chat non plus ? Non. Ah. Merci, c'était une très belle présentation. Donc pour les variants qui ne sont pas prédits par Splice.ai ou pas par les autres, est-ce que vous avez une idée du mécanisme ? Est-ce que c'est une région qui lie une protéine d'épissage ou quelque chose ? Est-ce que vous avez... pour qu'on puisse progresser dans la de connaissance savoir pourquoi est-ce que c'est pas prédit. Alors, en tout cas, pour le gène, pour le variant dans HPS1, on s'est aperçu qu'en fait, le site d'épissage qui est utilisé, c'est pas un site classique. Alors, je me souviens plus exactement, mais c'est pas le site qui est classiquement reconnu. Donc, on pense que c'est ça qui fait que les algorithmes, comme c'est pas un site classique, ils n'ont pas pu faire de prédiction. C'est quoi ? C'est un U12 en fait ? C'est un spliceosome mineur du coup ? Je ne sais pas.